Peut-être que ça va sembler bizarre. Combien de femmes nous regardent? Pas mal, je pense. Mais la plupart ont plus de 60 ans sur ma chaîne. D'accord, très bien. Très bien, les gars. Bienvenue dans une édition spéciale du podcast Behind the Boom, épisode 4, avec un invité très spécial, Monsieur Stu lui-même de Skyfox. Comment ça va, Stu? Allons droit au but. Peux-tu expliquer comment tu as obtenu un poste de pilote d'hélicoptère pour l'une des principales organisations de presse du pays? Tu sais, tu y vas juste, tu postules, et ils te disent « Ouais, on va t'embaucher. » Non, mec. C'est rien. Tu sais quoi? C'est tellement drôle parce que, comme tu l'as dit tout de suite, c'est Behind the Boom, non? Et je parlais juste, mec. C'est quoi ton vrai nom? Je n'arrête pas de t'appeler Pistole, Alex. Je parlais juste à Alex quand je suis arrivé. Grand fan, je le suis de près. Énorme fan du remorquage de Pépé. Si tu ne le sais pas, là, si tu m'écoutes sur Internet, tu le sais probablement déjà. Ce n'est pas un secret. Mais tu sais, c'est comme si on était là dehors à discuter et c'est comme, est-ce que tout le monde sait ce qu'est une flèche? Genre, je veux dire, est-ce que c'est vraiment juste réservé aux gens du remorquage? Parce que c'est comme, je suis sûr que quand je dis camion flèche, tu sais, on va, parce que c'est là que j'ai commencé. Tu sais, moi, je conduisais un camion flèche. Ce n'était même pas une dépanneuse. C'était littéralement un camion flèche. C'était, je crois que l'utilisation d'origine était d'arracher des souches du sol. C'est pour ça qu'il avait été construit à la base et ils l'ont transformé en dépanneuse. Mais tu sais, est-ce que les gens savaient ce qu'ils mettaient derrière la flèche ou pas? Tu sais quoi? Je crois avoir eu de la chance car j'ai déjà un public, tu vois. Plus de 300 000 sur YouTube. Tu sais, plus de 500 000 sur tous mes réseaux sociaux. D'accord. Pour moi, c'était facile de me réorienter, mais si j'avais dû repartir de zéro, probablement pas. On a réfléchi à des idées avec mes fans comme On the Hook ou Off the Hook. Comme The Hook, c'est bien. Si tu fais quelque chose de trop général, comme tu l'as dit, le titre ne veut rien dire sur Apple ou Spotify. Behind the Boom pourrait aussi concerner des studios de cinéma. Mais Mike... Je pense que la transition a été facile, et j'espère qu'avec des invités comme toi... Avant de monter dans l'hélicoptère, j'étais pigiste. Je ne sais pas si les gens, tu sais, tu dis, encore une fois, c'est un de ces termes. C'est comme, je sais ce qu'est un pigiste. N'importe qui dans mon métier sait ce qu'est un pigiste. Tu sais ce que sont les pigistes, non? Parce que je suis sûr que je suis là-bas. On les connaît très bien. Non, mais moi... Parce qu'ils semblent tous conduire des Dodge. Pourquoi pas? Je suis sorti du film. Ouais. Et si j'étais dehors, je conduirais probablement aussi une Dodge. Ça me va. Je ne sais pas si j'irais aussi loin. Mais quand j'étais dehors, on avait des Astrovans, tu vois. D'ailleurs, les Astrovans à l'époque, crois-moi quand je te dis ça, on peut dire des gros mots ici, non? Ouais, bien sûr. D'accord. Tu sais, on les malmenait vraiment parce que, tu vois, c'était pas à moi. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis payé 60 $ par nuit pour courir partout et chercher des infos, et j'adore ça. Ce n'est pas une critique. C'était genre, tu vois, j'adore ça. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas l'impression de travailler. Tu sais, je suis enthousiaste d'être ici. Pour moi, c'était ça, être pigiste. Je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau. Et mes mecs, ces vannes avaient 300 000 miles au compteur. Toi, et crois-moi quand je te dis ça, tu es assis là au centre-ville de Los Angeles. Tu sais, t'as les pieds dehors par la fenêtre. Tu sais, la nuit, t'as ta pile de récepteurs radio. Et puis t'entends, tu sais, peu importe ce que c'est. Tu sais, refus de priorité, tu sais, les pompiers de la ville qui arrivent. Et tu te dis, envoyez-nous 3 bataillons de plus, tu vois. Et tu te dis juste, ah, c'est là qu'on va, hein. Et ça, c'est, tu sais, encore avant 2000, tu sais, tu sors le guide Thomas, tu sais, tu cherches dedans. Et toi, tu sais déjà un peu parce que c'est le boulot, tu sais, tu dois être là. Donc, tu sais, c'est comme si tu étais ici, tu sais, sur les 63. Et moi, oh, je suis au centre-ville. Je dois prendre l'Interstate 10 et aller à Venice. Tu sais, moi, tu connais tous les... Tu sais, moi, c'est ça. Et parfois, t'as un gars avec toi et cette personne va commencer à chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que tu démarres ce truc, t'appuies sur l'accélérateur et tu y vas, non? Et puis plus tard, tu vois, genre, j'adore ce boulot. J'ai un peu arrêté de bosser avec quelqu'un. Ce type, c'est un de ces trucs. C'est comme ton père. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a donné une chance. Il ne savait pas qui j'étais. Je me suis littéralement présenté en répondant à une annonce qui disait journaliste. Et ce n'était pas dans le Recycler. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'était dans le Recycler, non? J'étais là, genre, en mode caméraman de presse. C'est ce qui était écrit. Et, vous savez, il ne savait pas qui j'étais. C'était en quelle année? Oh, mec, c'était genre, ça devait être en 94-90. Ouais, c'était 90-90. C'était 94. C'était en 94.
Et tu sais, je suis juste arrivé et il était là, genre, ouais. Et tu sais, moi, la seule expérience que j'avais, c'est que je venais de sortir de l'école d'art et que j'étais à l'école d'art. Je voulais, tu sais, j'étais fasciné par les informations de dernière minute. Je vivais en Floride, tu sais, et c'était à l'époque où les pompiers commençaient à utiliser ces caméscopes portables. Et c'était, tu sais, les fusillades et les attaques de chiens, c'était le gros sujet. Les pompiers et secouristes étaient là, filmaient tout et vendaient ensuite les cassettes. Et je voyais ces images, les incendies et tout ça. Et j'étais là, je savais, tu vois ce que je veux dire? Je savais, je me disais, je veux faire ça, tu vois. Et à cette époque-là, tu sais, ça va peut-être me faire passer pour combien de femmes nous regardent? Beaucoup. Pas mal, mais elles ont souvent plus de 60 ans sur ma chaîne. Très bien, sans vouloir offenser. J'aimerais, j'ai 50 ans. Je suis presque à 60, j'ai 58 ans. Tu sais, à ce moment-là, j'ai fait ça, j'ai tout quitté, j'ai tout laissé derrière moi, tu sais, on en parlait il y a quelques instants, c'est comme, me voilà en Floride, je faisais de la construction, j'adore les voitures. Donc, tu sais, ma femme à l'époque, tu sais, elle soutenait ça, c'était genre, peu importe. Je n'ai jamais laissé tomber personne financièrement et j'ai toujours soutenu ma famille. Et donc, j'ai ouvert mon propre atelier. Donc, je faisais de la construction pendant la journée. En fait, à ce moment-là, je dirigeais une scierie. Et ensuite, j'allais à mon atelier et je construisais des voitures. J'achetais des véhicules accidentés et je les reconstruisais. C'était avant que toutes ces histoires de papier de véhicules ne commencent à apparaître. Et croyez-moi, je ne faisais pas partie de ce problème. J'étais tout le contraire parce que j'avais l'habitude de m'énerver contre les gens qui avaient ces voitures ou qui mettaient juste du mastic dessus. Vous voyez, mais bref, au final, je faisais tout ça et puis je regardais tout ça et puis je me disais, j'ai 22 ans, tu vois. À ce moment-là, j'avais 22 ans et je me tuais à la tâche. Et ce n'était même pas ça. C'était juste que je n'avais plus envie de le faire. J'étais fatigué. Tu sais, j'étais père de 2 enfants. Ma fille aînée comptait tout pour moi. Je veux dire, elle venait le week-end, elle était à l'atelier avec moi. On allait chercher des pièces et tout ça. Et j'avais cette petite fille en bas âge avec moi. Et bref, j'ai vu ça, j'ai tout quitté, j'ai quitté la maison. Je veux dire, je n'ai pas abandonné ma femme, tu sais. On en a parlé. Elle est retournée en Californie. Elle a emmené les enfants. Je suis allé à l'école d'art. J'appelle ça mes 4 années de vacances. Et tu sais, je vais être honnête avec toi, l'école d'art, c'était ridicule. Ouais, j'ai appris à utiliser une caméra. J'ai appris un peu de montage, mais la plupart du temps, je faisais surtout la fête et sortais. Encore une fois, ce n'est pas le genre de truc où, tu sais, je connaissais Brian, enfin Marilyn Manson, au point qu'il passe la porte en disant «Salut, Stu». Mais j'étais comme un groupie, tu vois, je traînais avec lui et les Spooky Kids chez Danny après, et j'étais à fond dans la scène musicale. Un jour, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer, c'était trop irresponsable. Je suis alors retourné dans la construction, car c'est ce que je connaissais. Elle arrive un jour. Enfin, elle n'est pas arrivée par hasard. J'avais payé son billet. Je parle de ma femme. Et non, nous étions divorcés. Nous étions divorcés. Et en gros, elle dit, hé, tu sais, on devrait essayer de faire fonctionner ça. Tu sais, et si tu revenais en Californie, tu vois, j'ai dit que j'allais y réfléchir. 1 ou 2 semaines plus tard, elle m'appelle et insiste pour qu'on se remette ensemble. Et j'ai dit, d'accord, j'ai tout balancé dans mon pick-up. C'est comme ça que je savais que c'était un 94 et je suis parti. À l'époque, les portables existaient, mais je n'en avais pas. Je me souviens, j'étais à Pensacola, vers Tallahassee, et je m'arrête, tu sais, à la station-service. Encore une fois, vous n'êtes pas si vieux que ça. Et je me gare tout près de la cabine téléphonique, je prends le combiné, je compose le numéro. Et je dis juste, hey, je suis en route, chérie. Je rentre en Californie. Vraiment? Oui, vraiment. Je traverse la Panhandle. Je prends l'Interstate 10. Oh, eh bien, où vas-tu loger? Et moi, je disais, eh bien, je pensais rester chez toi. Et elle me répond, eh bien, mon copain ne va pas aimer ça. Et là, je me suis dit, mais il fallait que je prenne une décision. Et je suis revenu en Californie. Et c'est comme ça que je suis entré dans le journalisme. Te voilà. Tu sais, je suis arrivé et je suppose que c'était juste... tu sais, c'était le destin. Ça devait arriver. Mais bon, revenons aux voitures. Oui, on avait ces vannes-là. Quand je le faisais, quand c'est finalement arrivé jusqu'à moi et que c'était tout mon matériel, j'avais un Tao. C'était neuf à l'époque.
Et tu sais, c'est un peu comme tes dépanneuses, d'une certaine manière. Tu sais, il fallait le personnaliser. Et quand je le faisais, comme aujourd'hui, les cadreurs pigistes, c'est un de ceux-là, un de ceux-ci, quelques scanners et une belle voiture. Et un stabilisateur à main. Ouais, tu peux tenir un stabilisateur et c'est tout ce dont tu as besoin. Quand je le faisais, ma caméra coûtait, je crois, et c'était vers la fin. J'avais ça, tu sais, tous ceux qui sont caméramans vont se dire « Oh mince ». Mais c'était une bêta. C'était une Sony 400, c'était une caméra bêta. Mais quand ces trucs-là étaient neufs, ils coûtaient 60 000. Je crois qu'à mon époque, j'ai payé 20 000 et quelques pour ça, non? C'est celle qu'on porte sur l'épaule? Ouais. Oui, c'était sur l'épaule. Et l'objectif, c'était ça aussi. Le 20 000, oh, wow. Et puis, il te fallait des magnétoscopes parce que comment tu vas amener tout ça à la station? Donc, tu filmes, tu prends le magnétoscope, tu vas à l'arrière du Tahoe et tu mets la cassette dans une machine bêta. Et je ne parle pas de ton vieux Betamax à la maison. Chacune de ces machines coûtait cher. Encore une fois, c'était ce genre de choses. Tu pouvais en trouver une sur eBay qui avait besoin de réparation, mais tu connaissais un gars qui allait te la réparer. Et tu avais l'onduleur et tu avais, comment ça s'appelait déjà, les packs de gel, ceux-là. Les batteries marines à l'époque, je crois qu'ils en ont encore. Je crois que ça commence par un O. Allez, vous devez en avoir dans vos camions. Sur les batteries marines, ouais. C'est comme les jaunes. Optimas, hein? Ouais, les Optimas, non? Et tu avais les modèles jaunes, c'était les plus sympas. Il te fallait les modèles rouges. Ouais, toi, les top jaunes. J'en avais 2 comme ça en série, avec un alternateur en plus, mais tu sais, tu fais tout ça. C'est du sur-mesure, non? Tu utilises cet onduleur prévu pour une maison mobile, car tu en as besoin pour faire tourner quoi déjà? 4 ou 5 magnétoscopes, un moniteur, un correcteur de base de temps. Tu sais, le truc qui met une petite marque sur ta vidéo parce que tu dois savoir que c'est la tienne, non? Et tout ça, c'était à l'époque. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça, tu vois? C'est très intéressant. Lors du dernier podcast, on a discuté de l'évolution de la technologie dans notre secteur en évoquant cette vieille télécommande. Maintenant, ouais, J'adore ce truc. j'ai les modèles sans fil, la technologie, tout ça. Apparemment, dans votre secteur aussi, au début des années 90, vous n'aviez pas de GPS sur votre téléphone. Non. Vous n'aviez pas de 4K dans la poche. Toutes ces choses folles. Donc, on discutait. Est-ce pour ça qu'il y a plus d'accidents de camionneurs, car la barrière d'entrée est plus basse et moins de compétences sont requises? Il semble que ce soit pareil dans votre secteur. Pensez-vous qu'être dans les médias est aujourd'hui plus facile qu'avant, quand il n'y avait ni carte ni indication et qu'il fallait tout transporter, ce qui coûtait sûrement plus cher? Mais de nos jours, un gars avec un iPhone, peut-être un petit micro de poche, un peu de Photoshop et du montage sur DaVinci Resolve, il peut vraiment avoir l'air très très pro. Oui, tout à fait, à 100%. Et c'est l'un de ces sujets où je dois faire attention parce que je travaille encore dans l'industrie. Ouais, mais c'est ça, tu n'en veux pas. Mais la réalité, c'est ça. Tout le monde veut plus pour moins. Comme je l'ai dit, vous travaillez pour vous-même à votre manière. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que c'est une entreprise familiale, mais vous n'avez pas de siège social, tu sais, qui est là à demander pourquoi vous brûlez ce type de carburant et pourquoi ça prend autant de temps. Pourquoi acheter ces pneus coûteux? Personne ne remet en cause vos choix, n'est-ce pas? Exact, car vous défendez vos intérêts et souhaitez bien gérer l'entreprise. Le siège, ils veulent tout pour moins cher. Ils veulent la même chose pour moins cher. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'entreprise. Quand je suis vraiment entré dans le journalisme, le vrai journalisme, pas comme pigiste, je parlais à des gens plus âgés que moi et ils disaient « Oh oui, avant, on se baladait en van et on avait un producteur de terrain, un preneur de son, un caméraman et le présentateur. Tu vois, maintenant, tu n'as qu'une caméra. Le plus courant maintenant, c'est un caméraman et le présentateur, mais le caméraman doit aussi faire le montage. Ce n'est pas seulement enregistrer, ils doivent monter le sujet, comme tu l'as dit maintenant avec ces téléphones. Tu sais, comme quand je fais mes petits segments, tu sais, ceux de 11 heures du matin, tu sais, bonne journée, là, good day, là plus, d'accord. Et moi, et si vous regardez l'émission. C'est une bonne ambiance de fond et tu peux te laisser prendre. Mais ce n'est pas une pub payée, c'est sincère. Si je n'aimais pas, je ne dirais rien. Mais bon, tu sais, je prends des photos et je filme quand je suis au restaurant ou quand je fais quelque chose que je sais que je vais mettre en avant. Et il le passe et ça rend bien, tu sais, ce truc est en 4K. Tu sais, c'est en 4K.
Et la direction regarde ça et il se demande pourquoi on embauche ce cadreur, ce technicien de transmission et tout ça. Quand je peux simplement dire aux jeunes reporters, tu sais, le gamin de 20 ans va prendre ton téléphone, achète un trépied, fais tes faces caméra et monte-les. Et tu as ton sujet. Et tu sais, beaucoup de gens dans le secteur craignent ça, ils n'aiment pas ça. Ça rend certains métiers obsolètes. Rendre des emplois obsolètes. C'est, tu vois, comme tu dis, est-ce que ça abaisse le niveau? La barrière à l'entrée, oui. C'est ça. Tu sais, c'est ça le truc. Je dois être honnête. Tu sais, je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non parce qu'il faut avoir du talent pour le faire. Du talent. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu peux passer à la télévision ou te pointer à un incendie que tu sais raconter l'histoire. À 100%, on disait encore que notre région est tellement saturée. Dans le ciel, tu vois toutes les entreprises autour. Peu de gens peuvent me faire ce qu'on fait. Acheter la dépanneuse rotative de 50 tonnes ne garantit pas qu'ils répondent aux appels. Une entreprise que je ne nommerai pas prenait 8 à 9 heures pour des interventions que nous aurions réalisées en moins d'un tiers du temps. Je regardais, Alex. Ouais. Je suis vraiment nul avec les prénoms, tu n'imagines pas. Je t'ai vu sur ce coup-là. Je ne sais pas où c'était, mais il y avait du sable sur l'autoroute. Et j'étais frustré. Je me disais, allez mec, qu'est-ce que tu fais? Le truc est vide. Il est sur le côté. C'est comme... J'ai diffusé celui-là en direct, ouais. Je me disais, bah, qu'est-ce que tu fais? Et puis la police autoroutière californienne arrive et vous embête. Et je me dis dans ma tête, je me dis, quoi? Bref, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je n'en fais même pas partie. Mais je comprends. Je comprends. Je veux dire, quand j'étais pigiste, j'étais là-bas et on arrivait sur les lieux et il y avait des flics qui disaient « Oh, vous ne pouvez pas être ici ». Et tu sais, bah, j'avais d'autres sociétés et je vais dire leur nom. C'était Night... Non, Night Vision, ce n'était pas si mal. Citycopters. Ouais. Tu sais, eux, ils se mettaient à crier et hurler sur les flics et tout ce bazar. Et moi, j'étais juste là, genre, je vais juste trouver un autre moyen d'entrer. Je vais juste prendre ma caméra, retourner dans mon van et consulter mon atlas pour voir comment y entrer. Mais ouais, c'était genre, j'étais juste là, waouh, c'est tellement dingue. Tu vois, c'est comme ce que tu dis aussi. C'est comme, et je te crois. Encore une fois, je ne sais même pas qui était cette autre entreprise, mais clairement, ils ne font pas le boulot. Ou clairement, ils n'ont pas compris la mission, parce que j'imagine que la mission, c'est vraiment ça. Et la CHP devrait aussi être à fond là-dedans. Tu sais, j'adore la CHP. Quand on fait les poursuites, je vous adore, les gars. Mais bon, leur boulot, c'est de faire repartir la circulation. Le dégagement rapide, c'est le maître mot, le dégagement rapide. Prends la dépanneuse. Et c'est comme, je suis assis là et je me disais, j'étais avec vous, les gars. J'étais là, mec, mets juste les chaînes dessus. Retourne-le. Mets ce truc sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? Car on rend ça très facile. Eh bien oui, d'accord. Et il y a beaucoup de choses là-dedans aussi. Je veux dire, je ressens ça avec mon boulot. C'est comme si je comparais le travail de la caméra au guitariste. Tu vois ce que je veux dire? Et on a des Jimmy Page parmi eux et on a des Andy Road. Randy Road, Randy Road. Mais je te le dis, mec, je suis le Jimi Hendrix. Tout le monde me connaît pour ma voix et mon franc-parler, mais en ce qui concerne le travail à la caméra, je m'y connais aussi. Mais il faut savoir manier cette caméra. Et tu sais, parfois, il faut former des gens et tu oublies ou j'oublie parce que c'est comme si je pouvais m'asseoir au cinéma, les pieds en l'air, à regarder des films. C'est comme quand tu allais au cinéma à l'époque et qu'il y avait des plans aériens. Et ce n'est pas un mensonge. Je suis assis là et mes doigts commencent à bouger, tu vois, parce que c'est juste ça. C'est un réflexe. C'est comme si je regardais. Soudain, je me demande pourquoi la caméra ne bouge pas, puis je réalise que je regarde un film. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça. Et c'est très naturel. Et je parlais à Alex quand on était là-bas à regarder les camions. Mec, c'est ça le truc. Les gars, pour vous, c'est votre boulot de tous les jours, non? J'y vais et tu sais, est-ce que ça m'a excité? Écoute, je ne suis pas un pervers. Je ne suis pas un pervers, mais est-ce que j'étais un gamin? Oui, j'étais un gamin. Ces camions sont incroyables, tu sais, et j'avais l'habitude de... Tu sais, je regardais quand j'étais au sol, je regardais... Comme lors d'un sauvetage difficile où ils amènent une unité de secours spécialisée de la ville ou du comté de Ella, mais surtout de la ville. Et je me disais juste, mec, cette dépanneuse est vraiment géniale. Et je regardais ces gars-là, tu sais, ils ont tous leurs outils et ils interviennent. Et tu sais, ouais, ils sauvent des vies.
Je ne veux rien vous enlever, mais tu sais, ils sont là-bas et tu sais, ils sauvent des vies, ils découpent ces voitures et ils savent, tu vois, ils jouent aux échecs tout comme vous. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas des dames, tu as compris. Il faut se demander, si je fais ça, que va-t-il se passer? Si je mets cette chaîne ici et tire, est-ce que l'objet va se retourner, tomber ou m'arriver dessus? Est-ce que ça va empirer? Voilà l'idée. Ce n'est pas un jeu, tu vois. Et à chaque fois que tu arrives, c'est quelque chose de différent. Ce ne sera jamais la même chose deux fois, surtout quand tu parles de remorquage de poids lourds. Et tu dois anticiper. Tu dois vraiment savoir ce que tu fais. Ce n'est pas juste arriver avec une chaîne et tu sais dire « Hey, je vais retourner cette voiture ». Tu sais, souvent il y a ces poids lourds et c'est vraiment impressionnant, mec. C'est vraiment impressionnant. Et puis, être à côté de ces camions que vous avez là-bas, mec, c'est juste oh, mec. Et j'imagine bien, oui. Si jamais tu proposes, la réponse sera oui. Juste conduire ou même monter dans un de ces camions, mec. Tu sais, Reste juste assez longtemps. Tu finiras probablement par monter dans un, mec. On est toujours aussi occupé. Juste avant que tu arrives, j'étais inquiet parce que le temps pressait. Alex a dû s'occuper d'un bus MCI à Brentwood qui était resté coincé dans l'allée. J'ai dû aller le chercher et revenir vite, juste à temps. Mec, c'est cool. Tu es arrivé peu après lui. merci, oh, mec, parfait. J'ai une bonne question, mais je la garde pour plus tard. Je laisse d'abord Alex parler. Vas-y, Alex, qu'as-tu à dire? Qu'est-ce que t'as pour nous, Alex? Honnêtement, on sait que tu adores les voitures. Tu préfères les véhicules anciens ou nouveaux? Je parlais de la belle Aston qu'on a vue là-bas. Mec, c'est une voiture magnifique. Vous avez clairement du goût et du talent. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on plaisantait juste quand je suis arrivé. C'est comme une de mes voitures micro, d'accord? Et non, ce n'est pas pour frimer. Ce n'est pas pour frimer, pas pour frimer. C'est juste arrivé comme ça, mais j'ai un faible pour les Benz classe E. C'est ça. Et j'ai un modèle de 2006. C'est une voiture qui a 20 ans. C'est le V8, non? Parce que j'ai toujours voulu le V8. J'avais toujours les 350 ou les 320. Mais tu sais, elle n'a même pas 100 000 miles, je l'ai eu. Et tu sais, ce sont des Benz. Et ça dépend, tu sais, c'est comme tout le reste. C'est comme si tu tombes sur la bonne, tu sais, quelqu'un en a pris soin ou pas, tu vois. Enfin, elle a été bien entretenue. Disons ça comme ça. Je doute que beaucoup se disent, je vais polir ma voiture, mais plutôt polisser ma voiture ou elle doit aller en révision. Ils l'envoient au concessionnaire. Euh, Mais tu sais, était-ce vraiment une super affaire quand je l'ai eue? J'ai payé 8 000 $ pour cette voiture, non? Et des sièges chauffants et ventilés. Elle a tout, tu sais, la clim différente. Ça mène à quelque chose. Ça mène à quelque chose. Tu sais, et c'est comme, elle a tout, tu vois, elle peut mettre le chauffage sur ses pieds. Et moi, je n'ai pas la clim dans la mienne. Je ne sais pas si, tu vois, toutes les voitures que j'ai eues, c'est pareil, tu as deux températures, mais l'endroit où tu mets les bouches d'aération, ça reste le même. Là, c'est complètement séparé, tu vois. C'est équipé, tu sais. Ah, il y a la suspension pneumatique. Mec, la suspension pneumatique va coûter cher. Ouais, les amortisseurs lâchent, tu vois. Mais voilà le truc. C'est comme là où je bosse, tout le monde a... Ouais, si vous regardez, vous savez de qui je parle. Vous avez tous ces nouveaux camions Toyota, vous voyez? Combien ça coûte? Combien coûte ce Toyota? C'est étonnamment cher. Ouais. L'inclusion, c'est quoi? Plus de 100, ouais. Eux, ils sont à 60. Ils sont à 60. Ils approchent des 6 chiffres où ils viennent juste de les dépasser, non? Et tu sais, c'est comme... Eh bien, tu sais, c'est fiable, pas comme ta voiture. Et je me dis, bah, tu sais combien de réparations je pourrais faire avec 1 000 $ sur ma voiture? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Et est-ce qu'elles m'ont déjà laissé tomber? Je touche du bois, mec. Non, tu sais, donc les voitures plus anciennes... Tu sais, est-ce que j'aime les classiques? Qui n'aime pas les années 60? Tu vois? Ouais. Et c'est ça aussi en ce qui concerne la culture automobile. Tu sais, j'ai énormément de respect pour tout le monde. Et je parle de tout le monde, les lowriders, les japonaises préparées, les motos, tu sais, si tu es dans les modifications et que tu construis tes voitures, je suis à fond là-dedans. Les rodéos urbains, ben, peut-être un peu moins. Mais à part ça, ouais, j'adore ça. J'adore ça. Mais les resto-modes, mec, ça pour moi, c'est vraiment le paradis des vieux. Vous êtes trop jeunes. Porno de voiture. Ouais, ouais.
Non, c'est comme, tu sais, allez, t'as la Camaro 68, ce serait ma voiture de rêve. Tu mets un bon moteur LS dedans. Maintenant, t'as la clim, t'as toute la puissance. Cartoon, mais la boîte 4 vitesses. Ouais, c'est la sienne, la bleue. Ah, vraiment, c'est sa voiture de rêve. Et, tu sais, mais c'est ce que je veux dire. C'est comme, tu mets de beaux sièges là-dedans, t'es à l'aise. Tu peux aller vite et t'as la classe, mec. Et tu sais, pareil pour les vieilles Cadillac, tu vois. Et encore une fois, je ne vais pas insister sur la question de l'âge. Je viens d'une autre génération. Et ça me fait rire parce que, tu sais, ben, je fais défiler et tu vois des trucs à vendre. Et c'est le genre de choses, quand j'étais gamin, je ne les aurais même pas regardées une seconde fois. J'aurais dit, ah, c'est de la camelote, tu vois, parce qu'à l'époque, tu sais, ben, c'était les années 70, comme la voiture que j'ai construite. C'était une Nova SS de 70. J'ai rabaissé l'avant, j'avais des pneus avant très étroits de 3 pouces, j'avais un pont arrière Ford 9 pouces, j'avais des freins à disque aux 4 roues, et ça c'était en 86. C'était en 86, mec. Cette voiture soulevait les roues avant du sol. Oh, wow. Et puis, ben, tu sais, dans mes préférés, c'était les modèles de 68. Mon Dieu, si j'avais gardé toutes ces voitures, mec, j'aurais été heureux. Mais ouais, une 68 commerciale. Tu as encore un vieux véhicule? Non, non, j'ai une carcasse de Mustang 65. Sérieusement? J'en avais une avant. Vraiment, je l'ai vendue. La mienne, c'était une Fastback 66. Oui, c'est bien une Fastback 65 authentique. Pourquoi tu t'en es débarrassé? Qu'est-ce que c'est? Je te l'ai vendue. Quoi, mec? Tu sais combien valait cette voiture? À compte pour la maison. Je sais ce que ça fait mal. Tu sais combien j'ai payé ce véhicule? 300 $. J'ai envie de te prendre dans mes bras, mec. Je sais. Il avait un 289 d'origine, le moteur d'origine, mais j'ai fini par passer à un 351 Windsor. Donc en fait, il rentre dedans. Pas besoin de modifier la cloison par feu, mais c'est un projet sympa. C'est là que j'ai appris à bricoler. La dernière que j'ai retapée quand j'étais à Palmdale, parce que je sortais pour trouver des voitures abandonnées dans les champs où je faisais juste défiler les annonces, et c'était pareil. C'était vraiment à un prix très bas. Bref, pour résumer, la dernière que j'ai faite était une Cougar 67, et encore une fois, c'était l'une de ces situations où je me disais « Pourquoi tu l'as vendue, une Cougar 67 ?» Et elle avait un montage double carburateur effectué par le concessionnaire, pas d'usine, désolé, un montage double carburateur effectué par le concessionnaire. Elle avait les 2 carburateurs dessus, et le moteur avait été refait, mais les numéros, tout correspondait, et c'était un moteur Bullet. Tu sais, c'était ça. C'est ce qu'il disait quand tu vérifiais les numéros. Et je crois que c'était un 3. Non, ce n'était pas un Cleveland, donc ça devait être le 302. Ouais? 302. Ouais, mais c'était ça. J'ai vendu cette voiture pour à peine, je crois, 7500 $ et elle est partie, elle est allée sur la côte Est. Mais je crois qu'à la fin, j'avais investi 4500. Mais, tu sais, oui, j'ai ramené ce truc chez moi et encore une fois, c'est un ami d'un ami qui a fait la peinture. Et puis, tu sais, maintenant, tu peux tout acheter en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les clignotants qui allaient d'un côté à l'autre. Séquentiel. Oui, les clignotants séquentiels, mais tu sais, les anciens modules, c'était tout mécanique. Il y avait comme un petit bras à l'intérieur qui bougeait d'un côté à l'autre au contact. Tu peux tout remplacer de toute façon, mais oui, j'adore les vieilles voitures et j'ai beaucoup de respect pour ces clubs automobiles. J'adore le quartier de Boyle Heights, East LA. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas avec tes petites voitures customisées? Et oui, quand on est en vol et que je les vois, je me fais toujours distraire. Je le remarque sur ta photo, Dom, tu mets toujours une voiture. C'est super cool. Alors, comment t'es arrivé là où tu es maintenant? Ah, C'est bien. Mec, Je dis toujours quand on me demande ça que j'ai eu 100% de chance. Tout comme tu as parlé de ta transition, tu sais, t'es passé de la construction et de la menuiserie à l'aérien, tu vois? Ouais. Pour moi, c'était pareil. J'étais surtout mécano. J'étais technicien expert. Donc, tu sais, je pouvais bosser sur des diesels. Je travaillais sur des véhicules exotiques. Et j'ai fini par être épuisé, tu vois. C'est drôle, une opportunité s'est présentée. Mon ancien employeur avait besoin de réparations sur ses camions, tu vois. D'accord, c'est une entreprise locale. Tu sais, évidemment, maintenant, ça n'existe plus, malheureusement. L'entreprise a fait faillite. pas à cause du travail de mécanicien. Non, non, ce n'est pas à cause de moi qu'elle a fait faillite. Ce n'était pas moi, C'était une cible facile. bien sûr.
Donc oui, j'ai commencé à travailler sur leur camion et je suis tout de suite tombé amoureux de cet univers, juste les camions, voir la grue fonctionner et toutes sortes de choses. Et je n'y voyais plus d'opportunités. Tu sais, je n'avais pas l'impression d'avoir fait le tour, j'avais juste l'impression qu'on me freinait. Tu sais, j'ai pris une des dépanneuses rotatives pour une intervention pour la police routière californienne et j'ai eu des ennuis à cause de ça. Tu sais, même avec vous, non, ces autres collègues de la société de remorquage, ouais, j'ai eu des ennuis. Ils étaient dans ce camion. Et tu sais, c'est drôle comme ça marche. La personne qui était censée le conduire n'a pas répondu à l'appel, alors ils m'ont appelé à la place. J'ai pris le camion juste après avoir eu mon permis poids lourd et je l'ai sorti, ce qui n'était pas si grave. Il était à environ 20 mètres littéralement sur l'autoroute 605. Les talus ne sont pas très profonds. Donc je l'ai sorti et rien. C'était une récupération facile pour moi. Yeah. Me being, j'aime les maths. C'est ce que j'ai fait, tu sais, dans mon programme d'ingénierie. Donc la physique et tout ça, je comprends. Et les angles de trigonométrie, je comprends ça. Donc je l'ai sorti, mais j'ai eu des ennuis à cause de ça. À partir de là, je me suis dit, bah tu sais quoi, il faut que j'avance. Il faut que j'aille quelque part où on célèbre ça, pas juste où on le tolère, tu vois? Ouais. Non, Mec, j'ai vécu ça. j'ai vécu ça. Arrivé ici, j'ai débuté dans le remorquage, comme tout le monde, en bas de l'échelle. Par hasard, j'ai été envoyé sur une intervention. Et à partir de là, en gros, tu sais, ils ont décidé de me former. Donc, je dis toujours que j'ai eu de la chance parce que tout le monde n'a pas eu les opportunités que j'ai eues. Et j'ai senti, tu sais, que c'était une opportunité qui m'était offerte. Et j'ai décidé, tu sais, carpe diem, je saisis le jour. Ouais. Donc, c'est à peu près comme ça que je suis arrivé ici. Le reste appartient à l'histoire, tu sais. La fortune sourit aux audacieux. J'ai eu de nombreux gars dans la position d'Alex. Comme je le dis souvent, c'est sûrement pareil pour le tournage. Comme toi, certains veulent juste, tu peux avoir la caméra, tout l'équipement, même un budget d'1 million de dollars, mais sans œil pour filmer, ça ne suffit pas. J'entraîne beaucoup de gars, mais ils ne l'ont pas en eux. Cette étincelle, ce qui distingue un bon opérateur. Oui, ils peuvent réussir l'examen. N'importe qui peut réussir l'examen. Ils peuvent conduire sur le papier, mais beaucoup de ces gars-là et des entreprises rivales, ils font ça depuis plus de 30 ans. Et pourtant, ils ne l'ont pas. C'est presque un art, ces récupérations où Alex et moi arrivons sur un accident avec véhicule retourné. Et sans même parler, souvent on ne dit rien. Toi, je fais juste, d'accord, tu prends l'arrière, Alex, je prends l'avant. Et on travaille juste en tandem. On remet tout en place parfaitement. Tu sais, avoir quelqu'un comme ça, ce n'est pas courant. C'est très rare. C'est probablement pour ça que sa chaîne a autant explosé. Il a plus de 60 000 abonnés sur un compte personnel, même pas professionnel. Beaucoup de gens voient ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont attirés par ce qu'on fait. Donc, c'est un peu de chance et aussi quelque chose qu'il a en lui. Dans un environnement favorable, l'entreprise compte 6 dépanneuses rotatives et on a des accidents avec retournement tous les jours. Peu d'entreprises sont comme ça. Il s'y est donc lancé et a réussi. Maintenant, de nombreux fans le préfèrent à moi. Tu ne peux pas en faire une compète. C'est un effort d'équipe. Ce n'est pas une compétition. Non, je ne le pense pas, je dois être honnête. Je vais juste en dire un peu plus sur moi, car il est clair qu'on n'a pas encore assez parlé de moi. Tu sais, quand j'ai appris à manier la caméra dans l'hélicoptère, tu sais combien de personnes ont ce boulot à Los Angeles? Tu vois ce que je veux dire? À cette époque-là, je pense qu'il y en avait peut-être 5, peut-être 10, non? Maximum? Je sais que ce n'était pas 10, mais ils me voyaient comme un concurrent. Ils ne savaient même pas qui j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ce qu'ils savaient, c'est qu'on a ce nombre de places. Et quand on joue la musique et que la musique s'arrête, tu sais, quelqu'un n'aura pas de place. Donc ils n'étaient pas du genre à dire « Allez, viens, on va t'apprendre ». Le gars qui m'a appris, mon Dieu, j'ai envie de dire son nom, mais tu sais quoi? J'ai l'impression que ce serait mesquin. Mais le gars qui m'a appris m'a mal appris. On a eu un ordinateur portable, pas tout à fait comme ça, mais presque. Tu as un ordinateur portable. Et, tu sais, tu as ces deux boutons. On les appelle les molettes de dérive. Tu sais, l'un fait monter et descendre la caméra et l'autre la fait aller à droite et à gauche. Et puis, tu as un joystick. Et ça, c'est plus pour les grands mouvements. Mais le truc, c'est que, tu sais, c'était aussi avant toute la technologie, tu vois. On a beaucoup plus de technologie maintenant. À l'époque, tu sais, on n'avait pas tous ces gyroscopes et tout ça. Donc, tu devais manipuler cette caméra pour la garder stable. Et si tu retirais tes mains des commandes, Elle commençait à dériver. oui, tout commencerait à dériver, n'est-ce pas? Et c'est à ça que servirent ces molettes. En gros, l'idée était de la recentrer ou d'empêcher la caméra de dériver. Et ensuite, tu utilisais le joystick. Mais tu sais, chacun a son propre style. Il y a des gens, tu sais, quand les opérateurs de caméra se rencontrent, surtout les opérateurs de caméra aérienne, l'une des premières questions, c'est « Hé mec, t'es plutôt joystick ou molette? »
Tu sais, c'est exactement ce que tu dis, non? Stick ou bouton, mec. Et moi, c'est les molettes tout le temps. Bref, il me sabotait littéralement. Tu sais, il prenait l'ordinateur portable et je le regardais parce que je me demandais pourquoi ses plans étaient toujours stables, alors que moi, je me battais tout le temps avec ça. Et il était là avec ses molettes, et puis tu sais, il disait « Oh tiens, prends-le !» Et quand il faisait ça, il passait ses mains sur les molettes juste pour tout dérégler, pour les réinitialiser. Ouais, et il disait « Tiens, prends-le !» Et moi, je me retrouvais à me battre avec ça. Et puis un jour, je me souviens, dans l'hélicoptère, j'ai demandé « À quoi servent ces molettes ?» Il m'a dit « Mec, t'en fais pas. Utilise juste le joystick. Utilise juste ça. » Et dès qu'il a dit ça, j'ai compris. C'est comme une scène de film. D'accord. Quand il est sorti de l'hélicoptère, j'ai tout de suite touché aux molettes et pensé « Ce fils de pute !» Est-ce qu'il est toujours en activité? Non, il ne l'est plus, il ne l'est plus, il n'en est plus un, il ne fait plus partie des opérateurs. Mais toi, tu l'es, mais moi, je le suis. Oui, je le suis. Je dois te dire, je peux balancer des noms. J'en suis là dans mon secteur. Donc, quand ça a commencé à décoller pour moi, c'était chez CBS, tu vois, et surtout les poursuites. Je travaillais sur les éditions de l'après-midi et j'adorais ça. J'aimerais y retourner, mais je dois faire attention à ce que je souhaite car je suis très heureux actuellement. On a commencé à faire des trucs sur Internet, tu vois. Et tu sais, il faut être, tu sais, un peu professionnel quand tu fais, tu sais, de la télévision. Mais quand, tu sais, ben, quand tu es sur Internet, même à l'époque, je me disais, ben, c'est comme Facebook Live et je peux dire ce que je veux. Et moi, tu sais, et puis tu as les commentaires, et tu sais, c'est ça le truc, c'est que je ne pensais pas à gérer la caméra parce que c'est instinctif. Donc, je pouvais rester là et je me disais, oh non, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu demandes? Et je pouvais lire les commentaires, je pouvais parler aux gens. La direction ne m'aimait pas. Tu sais, les grands patrons, C'était CBS. CBS, ouais, les grands patrons de l'époque ne m'aimaient pas. Et c'était pareil avec le gars qui me formait. Je veux dire, eux, mais ils ont échoué financièrement. Et moi, je suis toujours là, tu sais, et c'est comme, pour moi, tout ça, c'est du passé. J'ai compris la leçon. Première fois, honte à toi. Deuxième fois, honte à moi. Tu sais, et j'ai laissé tomber. Je veux dire, tu sais, tu ne peux pas garder de la haine en toi, mais j'ai encore du mal avec ça. C'est comme, tu sais, c'est de l'argent, tu vois, tu sais ça, je pourrais, tu sais ça, je vieillis maintenant. Ça aurait pu être, ouais, j'aurais pu compter dessus, mais ouais, il ne m'aimait pas. Et il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas m'avoir là-dedans. Et il faisait venir tous ces autres gens et ils échouaient, tout simplement. Est-ce que j'étais inquiet? Oui, j'étais un peu inquiet, mais ils échouaient à chaque fois. Et puis, tu sais, et puis tu apprends, tu vois, moi, quand je parlais avec Alex, sans vouloir offenser, quand je parlais avec Alex en arrivant ici, on parlait d'autres entreprises et tu sais, de la mesquinerie sur Internet, non? Très mesquin. Et c'est un peu la même chose. Et tu sais, tu as tes alliances. Tu sais, je t'aime, Rob. Je t'aime, Marcel, tu sais, mais tu sais, après, tu as d'autres personnes dans le milieu que tu tolères plus ou moins. Et puis, tu as d'autres personnes dans le milieu dont tu sais qu'elles ne te soutiennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est, tu sais, c'est la même chose. C'est comme, c'est un jeu bizarre, mais tu fais juste ton truc. Tu le fais bien. Et tu sais, c'est ça le truc. Je crois que le talent battra toujours la technologie. Et le professionnalisme, tu sais, même si tu lâches un gros mot de temps en temps, ou peu importe, être professionnel, ça finira toujours par payer. Tu sais, qu'est-ce que vous recevez, vous? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu reçois comme commentaire? Tu reçois des... Ils sont très positifs. Parfois, il faut vraiment chercher pour trouver du négatif. C'est ça. Mais ce que je dis toujours en plaisantant, c'est que plus tu te rapproches de la scène locale, plus c'est négatif et haineux. Les entreprises locales sont jalouses. Elles nous méprisent. Mais on a des fans en Allemagne. Il est allé en Italie? Non, je suis allé en France. Il est allé en France et il a aussi des fans là-bas qui lui demandent de signer des affaires de dépanneuse. Pareil pour moi. Il est aussi allé au Japon. Ils lui ont fait signer leur télécommande de leur dépanneuse rotative au Japon. Sympa. Je roule sur l'autoroute. On me reconnaît dans ma voiture personnelle. Donc, je veux dire, c'est cool que plus tu vas loin, plus on a des fans. Comme en Russie. Ouais. Tu sais, t'as la Nouvelle-Zélande. C'est fou de lire tous ces commentaires. Mais plus t'es local, plus t'as des rageux. Mais ils ne peuvent pas rivaliser. On est jeunes. On a le meilleur matos. Eux roulent avec des trucs pourris. Nous, on intervient sur des véhicules retournés 5 fois par semaine. Eux, ils en ont un par mois et célèbrent ça comme le Super Bowl.
Donc, les commentaires sont majoritairement positifs jusqu'à ce que tu commences à regarder de plus près. Et là, tu as ton groupe de locaux qui nous aiment pas, mais pourtant, ils commandent tout ce qu'on fait. Ils peuvent faire référence à n'importe quelle vidéo qu'on publie. Tu sais, c'est assez drôle. Ouais, ben, je comprends, tu sais, des autres pays. J'ai eu quelqu'un d'Allemagne qui m'a envoyé un énorme colis, ça a dû lui coûter une fortune, une énorme boîte de bonbons, parce que j'ai fait un commentaire comme quoi, tu sais, je suis américain de première génération, mais tu sais, j'aime les bonbons, tu vois. Ce gars d'Allemagne m'envoie cette énorme boîte. J'ai un gars en Australie, MC McGuinness, tu sais, qui m'a récemment envoyé tout ça et il m'a envoyé des couilles de kangourou que j'ai maintenant accrochées à l'arrière de l'hélicoptère. C'est des vrais? Ouais. Des vrais. Tu sais, dernièrement, tu sais, j'ai juste fait ce post où je demandais des endroits où aller. J'ai vu ça, ouais. J'étais là, genre, si vous connaissez un endroit, dites-le moi. Et il y a une jeune femme qui m'a dit que sa chambre était un bon endroit. Fais attention avec ça, mec. Oh, wow. Ils vont venir te rencontrer. Moi aussi, Stu. Non. J'espère que tu le ferais. Et j'en avais une autre qui disait, je ne peux pas te le dire, mais je vais te montrer. Oh, wow. Et moi, je me suis dit, wow, il y a aussi beaucoup de fans. Ouais. C'est comme, wow, je dois faire mes petits lives de temps en temps. Ramener toutes ces conneries. Mais ouais, mais c'est ça le truc. Mec, alors les gens du coin vous reconnaissent et font juste. Eh, ouais, je vais le dire comme ça. Notre système de sangles, je ne veux pas dire unique, mais tu vois ces sangles, on les a perfectionnés, on travaille avec le fabricant pour les développer, on est un peu les cobayes. On privilégie désormais les matériaux synthétiques dans l'industrie du levage au lieu de la chaîne traditionnelle. C'est notre spécialité. Ce côté nouvelle école contre l'ancienne école, tu vois? Oui, et ça prend vraiment de l'ampleur. J'ai un kit qui s'appelle le kit Hulk, où c'est un ensemble sélectionné d'articles synthétiques, tu vois? Oui. Pour notre activité, le gréage et le levage de charges lourdes, je reçois des messages de mes amis Tad et Susan Bailey, les créateurs, comme «On vient d'en vendre 2 aujourd'hui en Afrique. J'en ai envoyé 2 au Japon, j'en ai envoyé un au Mexique. C'est fou de voir à quel point ce matériel se vend partout dans le monde.» Donc, on a ce genre d'influence. Mais, tu sais, la scène locale est juste plus présente puisque nous sommes dans leur arrière-cour. On est vu comme... Je suppose que tout le monde veut tenter sa chance contre les meilleurs, comme on dit, non? Ouais. Et parce que je suis quelqu'un de très sarcastique, je suis quelqu'un de très mesquin, tu vois, ouais. J'imagine qu'on pense que Josh est arrogant, mais franchement, qui s'en soucie? Si quelqu'un appelle pour dire qu'il a retourné son camion et ne sait pas quoi faire et que ça ne lui est jamais arrivé... Je cherche une entreprise. Tu voudrais le gars qui dit « Ah ben, je peux essayer de le faire. Je veux dire, peut-être que je peux envoyer quelqu'un. » Ou tu voudrais le gars qui dit « Un camion retourné, chargé, aucun problème. On s'en occupe. » Voilà. C'est ce gars-là que tu veux. Ouais, je sais. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on montre. Mais les gens s'énervent à cause de ça. Genre, non, tu dois être plus humble. Je suis humble, mais je suis aussi très, je ne dirais pas arrogant, mais confiant. Je suis très confiant. J'allais dire, les gens ne t'aiment pas. Tu n'es pas arrogant si tu fais bien ton travail. Tu fais bien le boulot. C'est juste, tu sais, de la confiance. J'ai un gros problème avec l'arrogance. Et tu sais, genre, si tu étais vraiment arrogant, je t'aurais probablement déjà lancé des pics. Mais c'est ça le truc. C'est comme, tu dis que tu es arrogant. Tu l'es peut-être. Je suis arrogant, je suppose. Paul, mais est-ce que tu peux assurer? Mais est-ce que tu peux assurer? C'est ce que je veux dire. C'est comme, tu vois, ouais. Donc, ouais, si tu assures, ce n'est pas de l'arrogance. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas arrogant si, comme tu l'as dit, tu te dis, ouais, je gère. Vous parliez du nouvel équipement par rapport à l'ancien équipement. En fait, on fait la maintenance chez Helen Helly Incorporated. Ils font la maintenance pour d'autres marchés. Et on reçoit cet hélicoptère qui vient de San Francisco. Et il a, enfin, je pourrais dire le nom, mais ça ne changerait rien. Mais il a un système de caméra qui est comme celui avec lequel j'ai commencé. Waouh! Et je regarde ce matériel et je me dis juste, waouh, ça me rappelle des souvenirs. Et oui, j'aimerais probablement voler dedans juste pour l'utiliser. Mais tu sais, je ne pense pas forcément que tout le matériel plus récent soit meilleur. Par exemple, quand je travaillais avec ça, quand j'ai commencé comme pigiste, ils avaient une nouvelle camionnette sophistiquée et puis c'était une plaque de presse, donc c'était PP30. J'adorais me promener dans la vieille voiture. C'était mon préféré, mec, parce que je sais pas, c'est comme si j'avais pas besoin de la belle nouvelle camionnette. J'étais bien.
j'étais bien dans la vieille caisse pourrie qui a tout vu, tu vois, et je peux pas, tu sais, et c'est comme quand tu t'es débarrassé quand tu m'as dit que tu t'étais débarrassé du camion, Le 2014. ouais, je suis là, tu sais, tu aurais dû le garder. Pourquoi tu t'en es débarrassé? Je sais que c'est de l'argent, un actif, un business. Mais je veux dire, mec, je te le dis, tu vas chercher ça dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas te dire, ça va ressortir quelque part, et tu vas te dire, il faut que je l'achète. Peut-être. Je pense que tu dois aussi prendre en compte un autre facteur. Comme on est en Californie, on a des lois sur les émissions et c'était limite. C'est probablement ça. Tu as l'EPA et tout ça. Comment tu appelles ça? Et tout l'aspect technique, là, moi, je n'y connais pas grand-chose. Le système DPF, ils n'ont pas supprimé toute cette merde? Ils n'ont pas dit que tu n'en avais plus besoin? Pas pour la Californie. Pas pour la Californie. La Californie, c'est différent. Ouais. Tu en as trop. Ça provoque beaucoup d'incendies. On peut peser le pour et le contre, mais je ne connais pas vraiment. Je trouve juste ça pénible. Ouais. Je préférerais revenir à l'ancienne, à du vieux matos increvable, les vieux Cummins, les vieux Cat. Ouais, et c'est pour ça que quand les camions deviennent trop vieux, comme en Californie, comme nos dépanneuses, avant les normes d'émission et tout ça, genre 2012, ils les vendent, ça part comme des petits pains partout ailleurs, hors de l'État. Mais tu ne peux pas faire passer ça en droits acquis. Non. Avant, il y avait des moyens de contourner ça. Genre, tu pouvais l'avoir, tu pouvais l'obtenir. C'est le CARB, le California Air Resource Board, non? On a un certificat CARB. Il faut le renouveler chaque année, mettre à jour le numéro VIN et les modèles de moteur et s'assurer que tout soit conforme. Pour tout ce qui date d'avant ces années, tu peux avoir une exemption pour faible utilisation si tu fais 1000 miles ou moins. C'est ce qu'on faisait avec l'ancienne dépanneuse rotative de mon père jusqu'à atteindre la limite. Et tu pouvais aussi mentir là-dessus. Si tu te fais prendre par l'EPA, les amendes sont terribles. Ils peuvent te bloquer toute ta flotte. Les 100 camions deviennent impossibles à immatriculer tant que tu n'as pas réparé le camion concerné. Voilà pourquoi on l'a vendu. Il en a acheté un neuf. Mais c'est un... Très favorable aux petites entreprises. Cette Californie. Tout le monde, venez en Californie, mec, c'est très facile. Ouais, c'est possible. Ici, il faut mettre le prix. Tu as vu nos prix de l'essence? La station-service célèbre sur Sunset à Hollywood, c'est 8 ou 9 dollars le gallon. Tu as vu ce même. C'est comme, chérie, emmène-moi dîner dans un endroit cher, et il pose devant une station-service. Voilà où on en est, mec. C'est la Californie. C'est horrible. On a des trucs fous. Donc on a du beau temps. Mais bon, on a du beau temps. Ouais, viens ici pour le beau temps. On a du beau temps. Je veux dire du beau temps. Donc quand tu dors dans la rue, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as besoin que d'une couverture au lieu de deux. De couverture, peut-être un carton. Donc, récemment, nous avons eu ce bateau qui a expédié cela à Long Beach et les conteneurs, pas celui où ils sont tous tombés à l'eau, mais nous avons eu ce navire qui est arrivé, qui a été frappé par une vague scélérate et ils sont tous penchés. Oh, j'ai vu ça. Donc, on était là, on volait et ils avaient tous ces conteneurs renversés, couchés sur le côté et tu les as vus. Je suis sûr que tu as vu, ils ont ces grues spécialisées avec un genre de chariot dessus. Et puis, ils ont les 4 câbles qui descendent. Oui, tu sais, comme les crochets qui s'accrochent aux caisses et qui les soulèvent, puisque vous gérez les caisses. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Et ils montent et les caisses sont posées comme ça, non? Ils sont tous penchés et ils accrochent les crochets à celle de devant. Et j'ai littéralement dit, peut-être que je peux le retrouver, mais j'ai littéralement dit, mec, les gars de Pépé ne feraient pas ça comme ça. C'est stupide. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est comme si la boîte était posée comme ça, tu vois, et ils plantent ces trucs sur le point le plus haut. Et dans ma tête, je me dis, mec, tu ne sais pas de quoi cette grue est capable. Peut-être que la grue va soulever ce truc comme si de rien n'était. Et effectivement, ils commencent à mettre de la tension et tout le chariot, tout l'ensemble commence à pencher, tu vois. Et je me dis, mec, tu dois d'abord le mettre sur le point le plus bas parce qu'après, tu peux le soulever. Tu vois, il faut le soulever et ensuite, tu vas l'éloigner de là et j'attends juste. Et c'est comme, je me dis, mon Dieu, mec. Et franchement, je me suis dit, quoi? Ils ont besoin de ces gars du remorquage ici pour comprendre comment faire. Ces gens-là, ils sont probablement très bien formés, très bien payés et tout ça. Pas la moindre idée. Mais pour un certain travail, non. Ils sont formés pour ça. Oui, mais ils n'apprennent pas ça. Par exemple, bloqué à 45 degrés, on ne t'y prépare pas, donc ils improvisaient sûrement. Le mannequin à l'arrière de l'hélicoptère regarde et se dit, mec, ça ne va pas marcher. Ce n'est même pas la moitié de son public. C'est qui, Pépé? C'est tout? Ils savent. Je te le dis, mon petit groupe, quand je le fais, tu sais, tu balances tes chiffres. Je pense avoir dépassé les 200 spectateurs en direct l'autre jour. Ouais, fais attention. Mais tu sais, ils savent qui vous êtes.
Je te dis, genre, même moi, parce que, tu sais, à chaque fois qu'on vole le matin et qu'on voit un accident, je disais que tu devrais amener la 210, la Royo, le poids lourd qui a basculé par-dessus le bord. Oh, c'est celle qu'on a faite. Justement, je travaille sur cette vidéo en ce moment pour eux tous. Et j'étais là, littéralement, genre, mec, pourquoi il ne m'emmène pas? Ah ouais, Pépis est là, mec. Je vais sortir ce truc de là en un rien de temps. Tu l'avais déjà faite. Oui, on était au-dessus. Je t'ai aperçu rapidement. Je cherche ce passage car beaucoup m'ont dit sur Instagram qu'ils t'avaient mentionné aux infos sur Pépèze. J'ai pensé, mince, j'aurais aimé voir ça. Ils l'ont fait car j'ai sûrement parlé de vous lors de la circulation. J'ai dû dire quelque chose comme Pépès est là. On reçoit ce genre de commentaires partout. Alex aussi sûrement. Il peut y avoir un accident à New York ou à l'étranger, comme au Brésil. Certains vont me taguer en disant « Il vous faut Pépès là-bas », dans le monde entier. Le chien était-il dans le camion? Oui, le chien s'appelle BG et BG va bien. Oui. Barry dit que c'est un type très sympa. Ouais. J'ai vu ce gars se promener avec le chien et je me suis dit, je parie qu'ils étaient pas dedans, chauffeur. On aurait pu croire à un accident mortel vu l'état du camion. Je ne savais même pas qu'il y avait un camion. Il était arrivé 1 heure avant moi. J'observe la scène et me demande s'il y avait un camion en dessous. Oui, c'en était un. Donc il était encore là parce que moi non plus je ne le trouvais pas. Il était là. Il était là. Non. Il était là. Il s'est mis en portefeuille et passé par-dessus et s'est détaché du col de cygne. Le camion a tourné, mais le camping-car a continué tout droit. Il tournait sans cesse autour du camping-car. Tu m'as dit que le chien était ballotté à l'arrière. Pauvre chien. Ouais. Tu essaies de lui donner de l'eau. Il a la queue entre les jambes, tout effrayé, mais il s'est remis. Le chien allait parfaitement bien. Aucune blessure. Ce gars avait une grosse bosse sur la tête, mais il allait bien. Le gars ou le chien. Non, le gars. Oh. Ouais, il va guérir. Il y a une vidéo de dashcam de l'accident. Ouais, je l'ai posté. Il l'a posté. Il nous l'a envoyé le même jour. Ça va être dans ma vidéo sur YouTube. Je pense, d'accord, corrige-moi si je me trompe, je sais que c'était toi. Ce truc de batterie de transformateur à Terminal Island. Ouais, glacette ou peu importe. La batterie au lithium. Mec. Encore une fois, un grand merci à mon service désaffectation. Je vous aime les gars, mais ce sont eux qui ont rendu ça possible. Donc on était là-bas et tu m'as envoyé la vidéo. Je t'ai envoyé la vidéo. Donc, j'avais mon drone, tu vois. On était en train de filmer. Et il prend mon drone, il va de l'autre côté, commence à le faire voler au-dessus, et là, ça explose. Ouais. Envoyé au service des affectations, ils m'ont demandé d'où ça venait. J'ai dit, la dépanneuse. On en a fait 2. On a fait 2 interviews en direct sur cette scène. J'étais en train de me faire exploser, mais est-ce qu'on peut utiliser ces images? Est-ce qu'on peut faire une interview? Ouais. Et je lui ai dit, j'étais là, il me demande, et est-ce qu'on peut l'utiliser? Je réponds, je ne sais pas, ce n'est pas à moi. Demandez-leur. Je filmais pour ma chaîne YouTube en jouant le narrateur idiot. Les gars, on a un conteneur ici. La fumée est restée 3 jours après le boom. Ouais. Ils ne pouvaient pas l'éteindre avec de l'eau ni utiliser de la mousse. Beaucoup de commentaires en ligne. Tout le monde se dit expert et propose des solutions. J'adore ça. Nos experts de canapé. Tout le monde sait mieux que les autres. Chacun se dit expert en ligne, détenteur d'un doctorat Facebook. Exactement. Mais mec, c'était un boulot difficile. Mais je suppose que, tu sais, les pompiers ont dit que ces fumées sont tellement toxiques que rien que les respirer, être à proximité, ça pourrait te tuer. Voilà pourquoi ils portaient un équipement respiratoire complet et nous empêchèrent d'approcher. C'est dommage d'avoir fermé si longtemps un des ports les plus fréquentés du monde. Pour une foutue batterie. Ces trucs-là peuvent continuer à se réenflammer. Après 3 jours, ils ont enfin maîtrisé la situation et l'ont déplacée en lieu sûr. Ils l'ont mise dans un conteneur. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, donc ils l'ont emmené à... Ah, ils ont retiré toutes les pièces. Ils ont retiré toutes les batteries et piles. Mais avant ça, donc évidemment, tu es au courant de tout l'incident. Les pompiers l'ont soulevé, n'est-ce pas? Ils l'ont transporté sur leur plateau surbaissé jusqu'à la caserne de pompiers numéro 40 au coin de la rue. Après ça, ils nous ont demandé de la faire rouler sur le côté pour qu'ils puissent tout retirer avec le chariot télescopique. Oui, avec notre chariot télescopique, en fait. Oui, parce que nous n'avons pas soutenu. Ils n'auraient pas pu comprendre comment la faire rouler, mais vous pouvez, vous savez, on était là. Ouais, on gère ça tout de suite. Ouais. C'est drôle que tu dises ça. Tu pourrais être en l'air et penser que ça ne va pas marcher. Donc, tu pourrais étudier toute la théorie, toute la partie théorique, tu sais, travailler sur les limites basses, tout ça. C'est seulement en le faisant physiquement que tu comprends vraiment ce que tu appliques en théorie dans le monde réel. Mec, crois-moi, je le dis souvent en regardant ces trucs, mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis juste un gars derrière. Tu sais, c'est comme, moi, tu sais, ouais, je peux faire des commentaires, mais c'est vous qui recevez tous les honneurs. Je peux te le garantir.
Je ne suis vraiment pas en train de vous dire comment faire votre boulot, mais vous regardez travailler, c'est vraiment génial. Une autre chose que les gens ne comprennent pas, c'est que, comme je l'ai dit, on pourrait faire tout un travail en silence, tu vois. Comme là, la façon dont on parle maintenant, quand on fait des retournements, même si c'est difficile, on plaisante beaucoup, on est sarcastique, on dirait que c'est une promenade de santé. Mais tu connais sûrement quelqu'un qui est vraiment, vraiment brillant en théorie, mais qui rate les examens parce qu'il craque sous la pression quand il s'agit de passer un test. Je connais des pilotes. Tu pourrais aussi être très compétent sur le terrain. Par exemple, dans un dépôt privé où tout est arrêté, voilà comment on fait le gréement. Mais quand tu es sur place sur une autoroute et que tu vois comment on travaille, les voies sont juste à côté de nous. En fait, on est connu pour ça, pour ne pas fermer de voies supplémentaires. Et on se fait beaucoup critiquer pour ça. Genre, oh, en Allemagne, ils fermeraient toute l'autoroute. Ouais, je suis sûr qu'ils le feraient. D'accord. Mais c'est l'autobahn. C'est Los Angeles. Tu ne peux pas faire ça ici. Donc on est habitué à cette pression. Tu as la CHP. Hey, j'ai Sacramento en ligne. Tu penses que ça va prendre combien de temps? Dis-leur 45 minutes, voire 1 heure. Et maintenant, tu as cette pression de travailler sur des voies en circulation et tu as, tu sais, la CHP. Pour impressionner, tu as l'hélicoptère au-dessus de toi. Donc, on doit vous impressionner, les gars. Genre, mec, si on foire ça, donc tu as toutes ces variables en même temps et tu dois juste rester cool. Je veux dire, certaines personnes ne sont pas à l'aise sous pression. Ouais, je pense qu'on s'épanouit sous pression. Mec, tu sais, en parlant de parallèle, c'est un peu la même chose dans l'hélicoptère. Tu sais, ils ont le service des affectations. Quand est-ce que tu vas arriver? Quand est-ce que tu seras là? Genre, à l'époque, je disais littéralement juste, je sais pas, 7 minutes. Tu vois, c'est comme, je sais pas, tu vois, mais tu sais, après l'avoir fait si longtemps, c'est comme, je comprends l'espace aérien. Je comprends, genre, ok, maintenant on a le GPS, non? Il va te dire directement, tu sais combien de temps il te reste avant d'arriver. Mais tu vois, c'est pareil. Ok, mais on doit traverser cet espace aérien, ils vont nous ralentir, alors on doit contourner. Le GPS propose un trajet direct, mais c'est pareil. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Tu sais, comme quand on est en poursuite, tu vois, c'est ça le truc. Ça bouge et j'ai un partenaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai et j'aime tous mes pilotes. Excellent pilote, j'ai l'impression d'être Donald Trump. Bref, mais ce sont les meilleurs pilotes. Les meilleurs pilotes. Ils ont les meilleurs pilotes, mais certains d'entre eux, pas tellement vraiment énormes. Mais tu sais, c'est ça le truc, c'est comme je sais ce que mon partenaire a de positif. Tu vois, je connais leurs points forts et leurs points faibles. Je connais leurs forces, je connais leurs faiblesses. Mais ce n'est pas des maths. Je ne suis pas là à faire de la géométrie, mais en gros, tout tourne autour de ça. Où est-il? À quelle vitesse va-t-il? J'ai besoin de ces informations. La seule façon pour moi d'obtenir ces infos, c'est en écoutant, tu sais, la police autoroutière ou, tu sais, la police ou peu importe, les forces de l'ordre, le scanner. Puis j'ai le service d'affectation et la régie qui me demandent quand arrives-tu? Et je prends l'hélico. Et tu te dis, et tu sais, ça va être comme, vous savez, vous écoutez la police autoroutière, donc tu le fais, mec, tu sais, et tu te dis, bah, tu veux entendre où? Et puis forcément, quelqu'un va te demander, donc je dois tous les couper. Ils commencent alors à crier, ne comprenant pas pourquoi je ne les entends pas. Je leur dis simplement que je dois arriver sur place. Je ne peux pas, tu sais, là tout de suite, ma préoccupation, c'est de savoir où c'est, de comprendre où ça va pour qu'on puisse l'intercepter, tu vois, ou être au meilleur endroit pour y arriver. Et, tu sais, eux, ils ne comprennent pas, et encore une fois, je ne leur en veux pas, mais c'est comme, hey, j'ai un boulot à faire, là tout de suite, vous voulez diffuser ça à l'antenne. Moi aussi, je veux le diffuser. Laissez-moi faire mon travail. Et ensuite, tu sais, après, on pourra s'amuser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire l'inverse où vous suivez une poursuite et il n'y a que l'hélicoptère de presse, pas l'hélicoptère de la police? Carrément, oui. Et tu dois dire aux flics, hé, il va par là? Et c'est ça, le truc. Quand ils s'en vont, ouais. Et tu sais, on parle mal de la Californie parce qu'on vit ici et qu'on est bien placé pour le faire. D'accord. Mais c'est pareil. C'est comme, écoute, je ne vais jamais remettre en question un sergent. Je ne vais jamais remettre en question qui que ce soit, le patron, tu sais, qui leur dit, hey, 1022, ouais. Je sais encore une fois parce que je fais ça depuis si longtemps. Je connais les agences qui vont laisser faire ça. Je sais que certains essaieront jusqu'à ce que cela devienne risqué. Et tu sais, puis on reste parce qu'on est au-dessus. Et tu sais, c'est ça le truc. Est-ce que ça va passer dans une autre division ou une autre agence? Ils pourraient s'en occuper ou tu sais, ou est-ce que tout le monde va juste détourner le regard? Et puis aussi, tu sais, ils gagnent. Je ne vais pas prendre cette décision.
C'est difficile, mais je suis content. J'ai toujours pensé à ça, car la Californie est si heureuse. C'est vrai. En général. C'est tout ce qu'ils font, ils le suivent. Tu lis des commentaires sur Instagram ou ailleurs. Tout le monde a son avis. Pourquoi le suivre s'il a sa plaque? Donne-lui une amende plus tard. Tu mets des vies en danger. Il pourrait tuer quelqu'un. Que faire s'ils savent qu'il va tuer quelqu'un? Et s'ils arrêtent de le suivre à cause de ça, et après avoir arrêté, il va tuer quelqu'un. Ils vont dire « Vous auriez dû tirer ». C'est une situation perdant-perdant. Les forces de l'ordre sont condamnées quoi qu'elles fassent. Écoute, je fais de l'info et je la regarde. C'est tout. C'est pour ça que j'adore couvrir les infos de dernière minute, parce qu'on ne fait pas de politique. Je ne prends pas parti. Je regarde juste. D'accord. Et je dis les choses comme elles sont. Et puis, tu sais, je reçois des félicitations des forces de l'ordre. Et tu sais, c'est ça. Je dis juste les choses comme elles sont. Tu vois? La CHP, comme je l'ai dit dans le comté de Ventura, mec, ces gars-là ne plaisantent pas. Quand une poursuite franchit cette limite, genre sort de LA pour entrer dans Ventura, ces gars-là pourraient encore porter leur grand chapeau de cow-boy et débarquer. Ils vont faire comme au Texas, défoncer la voiture, casser les vitres et traîner la personne hors de la voiture, peu importe qui c'est. Tu sais, le LAPD, c'est un LAPD plus conciliant. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont s'approcher très lentement. Ils vont dire « Hey, tu sais, tu as soif. » C'est drôle. Et le bureau du shérif, la plupart du temps, ils vont toujours préférer éviter les ennuis parce qu'ils ne veulent pas se faire poursuivre en justice. Ils vont juste laisser couler. Tu sais, encore une fois, je ne critique pas, je te dis juste ce que je constate. Ouais. Mais honnêtement, je les respecte tous. Et comme tu l'as dit, c'est très procédurier. Ils sont coincés, quoi qu'ils fassent. Donc, ils poursuivent ce cinglé, qui que ce soit, tu vois, et ils font toutes ces courses à grande vitesse. Et tu sais, le gars qui fait ça, il s'en fiche complètement, c'est évident. Mais les forces de l'ordre, tu vois, il est responsable de la voiture. Il est responsable de la sécurité de l'idiot dans la voiture qu'ils poursuivent et du public. Tu sais, le public, tu vois, et tout le monde, et comme tu l'as dit, s'il y a un accident, tout le monde va être là à réclamer de l'argent. Oh mon coup, tu sais, tout le traumatisme. J'ai vu cet accident de voiture. J'ai besoin de 1000 $, tu vois. Et c'est juste que, ouais, c'est dur. La Californie, c'est dur. Ce n'est pas le cas, et comme tu l'as dit, tout le monde a une opinion, et tu sais, ils sont bruyants. Une opinion sur La droite. Et il semble que plus le commentaire ou l'idée est stupide, plus il y a quelqu'un au gouvernement qui va dire « Ouais, peut-être qu'on devrait faire ça. » Et c'est comme ça qu'il parle. « Ouais, peut-être que tu devrais en avoir besoin. » C'est amusant de voir comment les politiques débutent, parfois d'un simple commentaire ou d'une observation qui pourrait passer inaperçue. Ou un procès. Je pense qu'un procès Est probablement le principal facteur. Mais oui, tu sais, tu fais ces poursuites et tu sais, est-ce que ces gars deviennent plus malins ou est-ce que c'est la technologie, tu vois, parce que j'ai vu le coup de l'échange de voitures, tu sais, le coup du leurre, où ils passent sous le pont, tout le monde attend. Puis elle voit une autre voiture sortir, ils montent dedans. L'autre matin, ils avaient ce camion U-Haul près des donuts de Randy et ils se sont totalement coordonnés avec leurs potes. Et tu sais, c'est ça le truc. Tu sais, encore une fois, des commentaires. C'est comme ça que tu parles. Il suffisait de lui rentrer dedans. Mais s'il l'avait fait et blessé quelqu'un, la ville aurait été poursuivie. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas fait. Tu sais, mais ouais, ces gars-là ont garé le camping-car, tu sais, ils en sont sortis en courant, vous êtes montés dans une autre voiture et la poursuite a recommencé. Et c'est comme, tu sais, et souvent c'est la nana qui conduit. C'est la copine. Et elle est là. Ce sont des femmes prêtes à tout. Je me dis juste, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est comme, et je deviens vraiment doué pour ça maintenant. Tu peux regarder ces poursuites. Et quand ils roulent à 100 et que tu ne vois pas les feux de freinage, qu'ils traversent les intersections au feu rouge avec les voitures, je me dis, je parie que c'est une nana. Je te parie que, pour une raison quelconque, elles deviennent intrépides quand elles se lancent dans ces poursuites, tu vois, et elles protègent leur homme. C'est ça, tu vois, c'est ce que je dois faire. Je dois devenir un peu plus dur, et alors j'aurai une nana canon. J'avais aussi une assez bonne question. J'espérais avoir ton avis dessus puisque tu es dans le milieu, au sommet. Donc,
dans beaucoup de secteurs différents. Je vais prendre l'IA comme exemple, qui supprime des emplois dans plein de secteurs, tu vois. Tu sais, à mesure que ça progresse et tout ça, quand j'étais jeune, enfant, ma mère mettait, disons, Fox à la télé, tu vois. On regardait ça le soir. Il y avait certains créneaux horaires, tu vois. Tu avais tes présentateurs préférés, tes rubriques préférées. Il y avait l'enfant du mercredi avec Chris. Mon Dieu. Tu vois de quoi je parle? L'enfant du mercredi? Je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais enfant et ma mère regardait ça. Elle est juste venue me prendre dans ses bras l'autre jour. Mon Dieu, Christy Divine. C'est ça, enfant du mercredi. Donc tu aurais ça. Avec le temps, il y a maintenant des influenceurs sur TikTok, mais ce sont juste des gars dans leur chambre qui récitent les infos. À mesure que ça progresse et que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur et que la capacité d'attention des gens diminue, ils consomment juste des Reels. Ils consomment des TikTok. J'ai reçu un commentaire sur un de mes TikTok à cause de la longueur de mes vidéos que j'adapte en 3 minutes. Quelqu'un a dit « Oh, c'est du rage bait. Où est le reste? » Quelqu'un a dit « Regarde la vidéo complète sur YouTube. » Il a répondu « Justement, je suis sur TikTok pour ne pas la voir en entier sur YouTube. » Alors pourquoi tu te plains? C'est à peu près ça. Donc, à mesure que ça évolue, comment vois-tu le rôle des médias traditionnels, des chaînes et des grands groupes, alors qu'Instagram et TikTok prennent de plus en plus de place et que les gens ne regardent plus les infos en entier? Ils ne regardent que des extraits, des moments forts et des clips. Je pense que les infos recyclées vont aller dans ce sens. La question, c'est juste comment ils vont monétiser ça. Comment font-ils pour que tu n'obtiennes que, comme tu l'as dit, les moments forts? Moi, par exemple, je ne suis pas doué pour ça. Tu vois combien de temps on parle? Je pars dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Il me faut 40 minutes pour dire que j'aime Mercedes. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois de quoi tu parles. Et c'est ça le truc. Tu parles et mon cerveau, c'est comme s'il y avait des petits feux d'artifice qui explosent ici et là. Le problème avec tout ça, tu sais, c'est que ces gens-là n'ont de compte à rendre à personne, non? Donc tu peux aller là-dessus et dire ce que tu veux, non? Et tu peux avoir tes abonnés. Et tu sais, maintenant, on doit un peu parler politique. Tu peux parler, tu sais, de tout ce qui est rouge, je vais juste le dire comme ça, ou de tout ce qui est bleu. Et tu sais, tu vas avoir ces abonnés, mais tu n'auras aucune conséquence si tu te trompes. Tu n'auras aucune conséquence. Comme tout récemment, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais cette fille a gagné le procès contre Meta et Google. Pour une somme à 9 chiffres ou un montant absurde. 9 chiffres, c'est fou. Non, tu sais quelle porte ce procès a ouverte? Donc maintenant, tous ceux qui se sentent, tu vois, disons, semi-légitimes et pas seulement des arnaqueurs, tous ceux qui se disent, tu sais, je suis tellement déprimé, oh mon Dieu, le monde va s'effondrer, je vais me suicider. Et puis tout à coup, c'est comme, ah, je vais les poursuivre en justice parce que je suis accro à faire défiler. Tu sais, si une de ces personnes, genre, si les grandes entreprises comme Meta disent, eh bien, tu sais, Alex, tu sais, tu es tellement déprimé et tout ça, qui est-ce que tu regardes? Et tu dis, oh, j'aime bien Billy Bob et j'aime bien poursuivre l'algorithme en justice. Ouais. Et tu sais, et au lieu de ça, tu sais, Meta va dire, ben, on va aller parler à Billy Bob et lui dire, eh bien, pourquoi t'as rendu Alex tout déprimé et il a commencé à faire des trucs stupides? Pourquoi tu ne poursuis pas Billy Bob au lieu de nous? Nous, on fait que lui donner la plateforme, on n'est qu'un intermédiaire. Tu ne vas pas poursuivre Chevrolet parce qu'un ivrogne a renversé des gamins, tu vois? Et je pense que c'est dans cette direction que tout ça va aller. Et je pense que ça va vraiment écraser beaucoup de ces conneries non filtrées, là, tu sais, juste balancées comme ça, qui circulent. Et tu sais, je dis des conneries parce que c'en est parfois, mais tu sais, beaucoup de choses sont légitimes, tu vois, comme quand tu regardes ces trucs, tu sais, quelqu'un qui sort et filme un accident de voiture ou un incendie ou qui se trouve sur les lieux d'une fusillade et qui a une vidéo ou ce genre de choses, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle des personnes qui sont là, assises et qui utilisent une plateforme. Vous savez, comme s'il y avait une tribune, vous voyez, et qui raconte n'importe quoi sur, vous savez, la fin du monde, ou sur le fait que tout le monde fait les choses de travers. Je sais comment faire mieux, mais vous ne savez pas comment. Même en appliquant ces idées, ça ne fonctionnerait pas. Mais je pense que ça va commencer à filtrer les conneries. Je pense aussi que dans 10 ans, par exemple, les médias traditionnels, sans même être pessimistes, vont rétrécir dans le sens où
quand je rentre chez moi, comme je l'ai dit, on regardait Fox Ride et l'Enfant du mercredi et tout ça. Maintenant, je n'ai même plus de vraie télé comme ça. J'ouvre soit l'application Netflix, je sais, Google. J'ai HBO Max. Ils disent « Hey chérie, on regarde Peacock ce soir et on voit ce qu'il y a ?» Oui, les services de streaming. Donc ces services-là. Les infos autrefois diffusées chaque heure avec divers présentateurs ou émissions diminuent. C'est vrai. Donc je pense que si les médias d'info étaient malins, évidemment je sais mieux qu'eux, non. Je suis juste un gars ordinaire. Ça va s'orienter vers ça. Et tu as mentionné la monétisation, que c'était la clé de tout. Si ça ne rapporte pas d'argent, ça n'a pas de sens. Exactement. Donc, je veux dire, peut-être qu'il y aura le TikTok de Fox, le truc Fox, et maintenant les infos seront diffusées par tranche de 5 minutes. Par exemple, voici vos 5 minutes. Vous savez, à chaque heure pile, les histoires seront plus concises. Il y aura sans doute moins de reportages journalistiques avec des analyses et des sujets approfondis. Mais voyez, ça pourrait être comme vous et vous savez, votre TikTok contre YouTube, tu vas être comme, tu sais, hey, tu sais, feu, blablabla, blablabla. Il y a 9 enfants blessés. Tu sais, chut, tu sais, clique sur ce lien si tu veux en voir plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, ils cliqueront sur ce lien. Comment tu monétises ça quand les gens commencent à arriver? Et je ne fais pas la promotion de Fox juste parce que j'y travaille, mais parce que c'est la seule chose que je connais. Si je ne suis pas au travail, je ne suis pas branché actu. Je suis sérieux, tu vois? Mais je sais que nous, c'est-à-dire nous, eux, Fox, peu importe, on essaye vraiment de façon très agressive. Du moins, notre chaîne récemment essaye très agressivement de trouver, de comprendre cette voie-là. Tu sais, je le vois parce que le gars qui a fait un reportage sur nous, il s'appelle Matt Sedarf. D'accord, d'accord. Il a réalisé un reportage sur nous car nos caméras filment souvent des choses drôles, non? Il l'a donc fait. Donc, je le suis et il me suit. Je vois beaucoup de ses reportages, tu sais, ce que tu dis, les Reels et tout ça, où il résume à peu près tout son reportage et le met là-dessus et il gagne en popularité, tu vois, ce qui est logique. Bien. Ou tu vas, disons, sur ton Apple TV et tu vois, tu sais, Fox, le service de streaming. Donc, il semble qu'ils essaient de faire avancer ça, ce qui aurait du sens parce que ça correspond assez bien à cette génération, non? On est sur nos téléphones, sur nos tablettes. Dans ma tête, à quel point les émissions d'une heure à chaque heure avec toutes ces infos peuvent-elles être rentables? Je veux dire, ça doit faire mal. Alors comment faire en sorte que ça reste viable dans 5 ans, dans 10 ans, alors que de plus en plus de gens deviennent accros à des clips de moins de 10 secondes? Donc, quand je vais voler le matin, et encore une fois, c'est vraiment tout nouveau et on ne sait pas où ça va aller. Mais quand on va voler le matin, ils ont un truc qui s'appelle Leveling Out with Stu. Et en gros, c'est juste un micro ouvert, la caméra et nous qui volons partout. Et comme je l'ai dit, il y a un petit groupe qui se connecte là-dessus. Et vraiment, c'est avant ton époque, mais c'est comme un vieux salon de discussion AOL. Tu vois, c'est comme, ouais, c'est. Tu sais, et je ne sais pas. Je ne connais pas leur âge, mais ils viennent du monde entier. Il y a des Australiens, des Allemands, beaucoup d'Américains qui ne sont pas de Californie, et pour eux, c'est comme leur routine du matin. Ils se connectent, et c'est comme, tu vois, puis je lis les commentaires. Et ce n'est pas du genre, hey Stu, qu'est-ce qu'on regarde? Je veux dire, ça arrive, mais c'est souvent, hey Betty, comment s'est passée cette opération du pied? Oh, il parle avec Nietzsche, ouais. Ils se parlent, tu vois? Une petite communauté. Ouais, c'est une petite communauté. Je sais aussi que tout cela se passe dans la même maison. Comme je l'ai dit, c'est nouveau et ils cherchent à comprendre comment ça marche. En fait, quand je vais voler, il y a quelque part un flux brut. Donc, à chaque fois que je vais voler, il y a un flux brut et c'est mon micro ouvert, tu sais, et voilà. Et je sais qu'il est là, mais je n'adapte pas ce que je fais pour eux simplement parce que je ne peux pas interagir. Et je ne sais vraiment pas qui regarde, mais ils regardent tout ce que nous faisons. Ainsi, en cas de poursuite ou d'incendie important, ils seront informés en premier et pourront regarder l'événement. Et c'est comme, comment tu monétises ça? C'est ça, en fait. On a la technologie. Ils utilisent la technologie, mais comment, tu vois? Certains sont sûrement payés très cher pour tenter de répondre à cette question. Comment monétiser? Oh, Ouais, c'est le plus grand qui que ce soit. celui qui résoudra ça dominera et leur station gagnera. Ouais, ouais. C'est comme, tu sais, et voilà, c'est ça aussi, tu sais, je ne vais pas citer de nom parce que c'était quand même un gros truc quand c'est arrivé, mais on a survolé une maison et c'était quelqu'un de célèbre.
J'ai fait quelques commentaires sur, tu sais, le fait qu'il la rénovait et tout ça. Je te le dis juste, je veux dire, je te dirais si j'étais allé trop loin. Regarde cette baraque pourrie. Je ne faisais pas vraiment, tu sais, moi, je plaisantais un peu à ce sujet, tu sais, en disant qu'ils devaient de la mettre à leur goût et tout ça. Bref, leurs gens ont contacté Fox et ont menacé de porter plainte, tu vois. Mais dans la foulée, on était à Santa Clarita, il y avait un type avec une arme. Et, tu sais, le bureau du shérif, ils ont bouclé le quartier. Ils ont fait venir les gars du SWAT. Ils arrivaient à bord d'Air Rescue 5 avec d'autres gars du SWAT. Tu sais, ils arrivent avec leur équipement. Il s'est avéré que c'était un pistolet à plomb que le gars avait. Mais tu sais, comment le flic peut-il le savoir? Je ne critique pas du tout ça. Mais la maison avait un grand drapeau canadien, genre comme une nappe de table. Donc je me suis dit, tu sais, j'aime le Canada. Tu sais, j'ai des fans au Canada. Apparemment, ils n'aiment pas Fox au Canada, mais ils m'aiment bien. Mais bon, je fais des commentaires. On vole. On tourne derrière la maison, littéralement, et je me dis, oh, il sort, il sort. D'accord. Et le pilote dit, d'accord, je vais passer devant. Je dis, non, non, non. Ce type porte une casquette de peintre et une chemise. Et c'est tout. Je vois ses fesses et je pense, non. Lui demande pourquoi pas. Je dis que si on passe devant, on voit son truc. Je sais qu'on peut montrer les fesses à la télévision sans flouter. Mais si on passe devant, alors reste ici, on va le filmer en train de sortir. Et tu sais, puis j'ai fait une remarque du genre, bon, clairement, il est franco-canadien, tu vois, parce qu'il se balade comme ça. Ouais. Et puis, tu sais, après, il y a eu tout le reste. Je crois que le pilote a fait une remarque à propos de lui, tu vois. Et bref, au final, ce gars-là s'en est sorti d'une façon ou d'une autre parce qu'ils l'ont clairement arrêté. Bref, il a écrit un long email. Et tu sais, quand j'entends ça, je me dis, oh mon Dieu, ça recommence. Et il voulait me rencontrer parce qu'il adorait la façon dont j'avais raconté l'histoire. Je suis resté positif tout le temps et je me suis dit que ça devait être un Canadien français. C'est hilarant. Encore une fois, tout est question de gestion des risques, tu vois. Alors, quelqu'un à un niveau supérieur se dit, ouais, on a évité une catastrophe, mais si ce gars-là était sorti en colère, et s'il avait pris un avocat parce que, tu sais, je l'ai appelé Canadien français et qu'il ne l'est pas, ou qu'est-ce que tu essayes de dire? Que tous les Canadiens français se promènent nus? Tu sais, c'est comme, mais on généralise, mais aujourd'hui, On doit marcher sur des œufs en permanence. C'est constant. On reçoit souvent des appels comme Tu as mal présenté mon client. Mais non, j'ai juste publié l'offre d'emploi. Si ton client a donné l'impression d'être une mauvaise personne, c'est de sa faute. Ouais. Je veux dire, on est en public. Ce n'est pas comme si on était dans ton jardin ou dans ta maison en train de filmer. Il y a 18 personnes autour de nous qui diffusent en direct sur leur téléphone, mais tu m'en veux juste parce que j'ai la plus grande audience et que tout le monde est offensé. et je suis sûr que c'est ce qu'ils regardent aussi. Les gens qui t'attaquent, je parie qu'ils voient des signes de dollars quelque part. Ils voient des signes de dollars quelque part. Écoute, tu sais, en fait, je me dis peut-être que je devrais éviter ce sujet, mais tu sais, récemment, enfin, ça fait maintenant un moment, j'ai reçu pas mal d'emmerdes à cause d'une des histoires avec l'ICE, tu vois, parce que les gens ont mal interprété ce que j'ai dit. Tu sais, ils s'en sont pris à moi parce que, apparemment, j'aurais dit quelque chose de désobligeant. Écoute, oui, j'ai dit quelque chose de désobligeant, mais ce n'était pas à propos de l'ICE et ce n'était pas à propos des Hispaniques. C'était à propos de ce type, cet idiot, le gars qui faisait des trucs stupides là-bas. Et puis les victimes professionnelles arrivent. Oui, je suis offensé à leur place. Oui. Oui, et puis ils étaient partout sur Interne et tout ça, et je te spammais. Et j'étais littéralement, tu sais, et tu sais, c'est ça le truc. Honnêtement, j'étais comme, au début, j'ai essayé de me défendre. Je me disais, ok, je ne suis pas raciste. Oh, Tu ne gagneras jamais à te défendre toi-même. tu te trompes. C'était une grosse erreur. Je ne suis pas raciste et ça m'est égal. Mais l'idiot qui s'est mis à jouer les gros bras quand tout le monde est parti et qui leur lançait des bouteilles d'eau quand ils s'en allaient, et je me suis moqué de ce gars-là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Maintenant, oh mon Dieu, c'est moi le méchant. La culture de l'annulation. Ouais, exactement. Et donc, tu vois, c'est ce que je dis. C'est comme, ouais, pour une raison quelconque, Dieu merci, la station n'a vraiment rien fait. Je pense qu'ils ont passé ça sous silence. Ils étaient au courant, mais ils ont laissé passer. Mais c'est ça le truc. Ouais, Mec. c'est ça. Et puis, au début, avec le micro ouvert, tu sais, et encore une fois, est-ce que c'est insensible? Oui, c'est insensible. Mais tu sais, et je suis sûr que vous en avez aussi, c'est de l'humour de premiers intervenants. Tu sais, et tu sais, c'était vers Noël. Est-ce que c'était insensible? Oui.
Je n'aurais jamais dit ça devant les parents ou qui que ce soit, ou je ne l'aurais pas dit si j'avais été sur le terrain. Oui, c'était un micro ouvert, je le disais aux gens dans l'hélicoptère. Bref, c'était une histoire de train vers Noël. Et j'ai dit, eh bien, il n'aura pas à s'inquiéter de ses cadeaux de Noël, tu vois. Et oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu sais, insensible. Insensible. Et ça, j'aime bien ce terme. L'humour des premiers intervenants. Eh bien, non, c'est une réalité. Je n'ai jamais entendu ça car lui et moi, lors d'une intervention, on voit la situation selon notre perspective d'opérateur de dépanneuse rotative chargé de dégager les lieux. Alors je me dis, oh mince, Alex a dit, tu sais, amène le 88, la grosse dépanneuse. Celle-là, c'est du lourd. Et tu vas avoir un commentaire du genre, waouh, je ne peux pas croire que le gars vient de dire que c'est du lourd. Voilà. Je me dis, oh mec, genre, Quoi? Je l'ai vu venir dès que tu l'as dit? J'aime bien. on entend souvent ça, ou alors, parce qu'on plaisante, on nous dit « Ces gars filment quelqu'un au pire moment de sa vie ». Oui, mais mec, ce n'est même pas ça. Enfin quoi. C'est l'humour des premiers intervenants. Oui. Tu sais, on fait les infos. C'est ça le boulot. Tu sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et je ne sais pas combien de personnes mortes, tu vois, ou combien, tu sais, de vrais traumatismes, tu vois. Mais heureusement, beaucoup. Ouais, je peux imaginer. Et c'est, tu sais, ben, je ne peux pas rester là à me demander et à m'inquiéter pour ses parents. Et c'est l'enfant de quelqu'un, tu sais, et tout ce genre de folie. Ouais. Tu sais, est-ce que je suis sans cœur? Non, je ne le suis pas. Mais c'est le boulot. Tu sais, c'est le boulot. Et, tu sais, si je pouvais aider quelqu'un, je l'aiderais. Pour obtenir les infos, n'est-ce pas? C'est ton boulot. Ouais, c'est ça, tu vois? Tu sais, ben, c'est marrant que tu dises ça pour nous. Enfin, au moins pour moi, tu vois. Je veux dire, il y a beaucoup de fans. Et pour moi, c'est très récent. En avril, j'avais 1000 abonnés. Maintenant, j'en ai plus de 60 000. Donc, quand tu commences à mettre en ligne des vidéos, il faut garder ça en tête. Il faut se rappeler que, tu sais, je ne peux pas mettre ceci, je ne peux pas mettre cela parce que, tu sais, un tel pourrait être contrarié. Tu sais, donc, tu dois vraiment tout couper juste pour que ce soit tout public, je suppose, si ça a du sens, non? Clairement. Tu sais, parfois, on en rigole, non? Tu vois, on reçoit des lettres du genre « Tu menaces les Sioux » ou « Tu gagnes de l'argent sur la diffamation de mon client » alors que ce sont eux qui commentent. Ça n'a rien à voir avec nous. Parfois, on a l'impression que les infos n'ont pas à gérer ça, car ce sont les infos, alors que je sais que vous, vous le faites. Mais pour nous, mec, on doit tout couper, tout ce genre de trucs, juste pour publier un vrai contenu, publier quelque chose qui vaut la peine, tu vois? Non, c'est ça le truc. Vous pouvez, tu sais, le monter. Et c'est un peu la seule chose que j'ai dite à mes patrons. C'est genre, écoutez, vous avez ce flux en direct de l'hélicoptère. Tu sais, est-ce que je suis un monstre? Non, je ne le suis pas. Mais tu sais, si je dois raconter l'histoire, parfois quand on arrive sur place, c'est genre, est-ce que c'est un cadavre? Alors tu utilises le doubleur et tu regardes, et c'est comme, est-ce que je suis là à fixer? Non, je veux juste essayer de comprendre, est-ce qu'il a été poignardé? Est-ce qu'il a été abattu? Tu sais, est-ce qu'il y a des déchets médicaux autour de lui? Donc, est-ce qu'ils ont essayé de le réanimer ou pas? Tu vois, ce sont des petits détails dont tu as besoin. Et tu sais, c'est ça le truc. C'est comme si tout à coup, je n'avais plus ça. Comme tu as dit, donc on arrive sur une scène et tu sais, tu essaies de rassembler les morceaux. Tu essaies de comprendre. Tu fais, moi j'appelle ça les experts à 600 mètres d'altitude. Tu sais, tu regardes juste autour de toi. OK. Et il y a un corps ici. Il y a une arme là-bas. Tu vois, blabla, ou peu importe ce qui se passe. Et, tu sais, et puis quand on passe en direct, non, je ne vais pas montrer le corps. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il est couvert, alors tu sais, mais même là, je ne vais pas zoomer dessus et dire, oh, Regarde, il y a du sang. Tu vois les taches blanches ou rouges sur le drap? C'est là qu'il a été touché par balle. J'aime bien ces chaussures. oui, j'aime bien ces chaussures. Tu sais, mais oui, je n'ai pas ça. Je n'ai pas cette possibilité au montage, ce luxe. Je n'ai plus cette possibilité au montage. Et tu sais, et puis aussi, c'est que tout est en direct pour moi. Tu sais, le micro est ouvert. Et moi, tu sais, je vais faire la mise en garde parce que de temps en temps, je vois. Est-ce que ce gars sait que son micro est ouvert? Oh mec, son micro est allumé. Il va dire une bêtise. Je me dis, je vais dire une bêtise. Je sais que mon micro est ouvert. Tu sais, c'est là qu'on en est dans le métier aujourd'hui avec la technologie et tout ce qui a changé. C'est la danse sur la corde raide en ce moment, voilà où on en est. Et tant que les gens ne seront pas plus à l'aise, pas forcément désensibilisés, mais conscients de ce qu'ils regardent, ça continuera. Je pense que les gens sont désensibilisés, surtout avec tout ce qu'on voit sur TikTok et Instagram. Parfois, on y trouve des choses vraiment gore. Que je ne comprends pas comment ça reste sur Instagram.
Ouais. Quand les gens voient, par exemple, quelqu'un percuté sur l'autoroute et projeté sur 100 mètres, ils s'en fichent. Ouais. Ils se disent, oh, je pense que ce sont ces vidéos qui ont le plus de vues, le plus de likes, le plus de commentaires. Tu vois, et peut-être que les infos, je ne sais pas si vous pourriez en profiter. On a eu une poursuite il y a longtemps. Je m'en souviens car les monteurs ont gardé mon audio et me l'ont dit quand on est sorti boire un verre. Il m'a dit, mec, à chaque fois qu'on commence un service ou qu'il ne se passe rien, on ressort ton audio. Mais c'était une poursuite, un gars sur une moto avec sa copine derrière. Et tu sais, il roule à des vitesses à 3 chiffres, tu vois. On est sur la 60. Tu sais qu'on arrive vers la 605, je connais bien ce coin-là. Et il tape, il zigzague entre les voitures. Tu sais, il y a peu de circulation, mais il touche un pare-choc, juste un petit contact, et cette roue s'est arrêtée, et cette moto est partie. Et eux, ils sont littéralement en train de voler dans les airs. Et moi, dans ma tête, je me dis juste, Des graphismes de GTA. tu vois, et je me dis dans ma tête, tu sais, ils sont morts. Ouais, ils sont morts. Ils sont morts. Cette fille et ce gars sont morts. Ils volent partout. Ils ont percuté l'autoroute en glissant. Ce sont des poupées de chiffon maintenant. Ils glissent juste. Leur corps rappelle le bitume. Et je suis là, oh mon Dieu. Oh non, 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 non. Et le gars se relève. Il se relève sur l'autoroute 60 alors que les voitures roulent encore autour. Il retrouve ses chaussures. Il remet ses chaussures sous le choc. Et puis il va chercher la fille, et la fille est encore toute désarticulée. Je me dis, oh mon Dieu, non, 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 non. Puis elle reprend ses esprits et il quitte l'autoroute à pied. Oh mon Dieu. Il marche et tous les flics arrivent. Et j'étais juste là, tu vois. On ne m'avait jamais dit quelles étaient les chances. Ouais, mais c'est ça le truc. C'est comme s'ils avaient été morts, tu vois, c'était en direct. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme une poursuite. Ça se passait vraiment. Et tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est comme je n'ai pas le. À l'époque où je travaillais pour CBS, la seule chose que je dois dire qui était vraiment positive au début, parce que ça a changé, c'est que j'avais pour consigne de filmer du mieux que je pouvais. Nous prendrons les décisions sur ce qui passe à l'antenne et je me suis dit, parfait, Donc, soit ils coupaient, soit ils ne coupaient pas les images. C'est ça. exactement. Et pour moi, c'était le meilleur. C'était le meilleur du meilleur. Oui, tu pouvais être naturel et ils décidaient, c'est parfait et logique. Mais maintenant, comme je l'ai dit, tout le monde regarde, tu sais, avec tous ces directs. Et tu sais quoi? Oui, je comprends. Je veux dire, les gens aiment regarder des trains sur Internet. Tu sais combien, genre, certains de ces comptes ont aussi 100 000 abonnés, tu sais, juste parce qu'ils regardent des trains passer. Je ne vois pas la fascination. Mais, tu sais, Oh, c'est une grande industrie. Les modèles réduits, des gens y consacrent leur vie, construisant des objets complexes et en devenant obsédés. Ouais. Je ne comprends pas non plus. Mais tu sais, et puis il y a tout un truc autour de l'aviation aussi où tout le monde regarde, tu sais, il y a des passionnés d'avion, tu sais. Mais bon, au final, tu sais, il va peut-être commencer à y avoir des gens qui suivent les infos parce que j'ai l'impression que d'autres chaînes vont finir par faire pareil, reprendre la même chose. Et c'est comme, tu sais, encore une fois, je pense qu'une fois que ça deviendra plus courant, j'espère que cette stigmatisation disparaîtra, où ils vont commencer à réaliser, écoute, je ne fais pas ça pour le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je fais juste mon travail. Et c'est juste comme, tu sais, comme un croque-mort ou un pompier. Tu sais, ils ne vont pas rester là à se dire, oh mon Dieu, c'est l'enfant de quelqu'un, ceci ou cela. Mais je dois admettre que quand il s'agit d'enfants, pour une raison quelconque, j'ai vraiment encore un problème avec ça. Mais tu sais, c'est comme si j'allais m'écraser contre un poteau avec ma voiture maintenant. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un porte le deuil pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça, tu vois. C'est genre, oh, quel idiot, il n'a pas vu le poteau. tu sais, ce poteau est sorti de nulle part. C'est ça. Tu sais, mais bon, je m'égare. Alors, les gars, comment on est passé du remorquage à ça? C'est la beauté d'un podcast. Sur cette note, on doit être à 3 heures maintenant. Alors, Alex, je ne bois même pas. Tu as des questions pour conclure? Mec, je pense que Stu a couvert la plupart des sujets. C'est là où j'étais censé vivre. Je vais terminer avec une question pour voir si tu peux y répondre. Quand tu es en direct à l'antenne, est-ce que c'est vraiment du direct ou y a-t-il un délai? Il y a un délai. Oh! Mais, si quelque chose se passe, quelqu'un pourrait appuyer sur un bouton,
mais je pense qu'actuellement, c'est 1 seconde, ou 3 secondes, ou 4 secondes, ou quelque chose comme ça. En pratique, c'est quasiment en direct. Oui, oui, c'est certain, c'est certain. Et je n'ai jamais été dans une situation où quelqu'un a coupé mon signal en toutes les années où je fais ça. Tu sais, l'original, quoi qu'il se soit passé, tu sais, l'original, c'est comme je l'ai dit, tu vois, comme si j'étais là et que je cherchais des choses, tu sais, c'est pareil. Si ça arrive, ils vont le diffuser. On a fait une pause d'1 semaine car on était occupé à créer du contenu et réaménager cette pièce, mais Stu, où peut-on te retrouver pour voir ton contenu avant de commencer? Fox News. Fox News. Ils signent mes chèques. J'adore ces gars-là. Fox News. Je ne connais pas. Tu peux les play? Je crois que c'est Essaye avec un K. Alors, retrouvez Stu sur Fox dans l'hélicoptère Sky Fox. Et la prochaine fois, nous parlerons d'où vient cette porte, mais pas maintenant. Merci d'avoir regardé et il y en aura plus la prochaine fois. À la prochaine. J'adore. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Merci, Stu. C'était super drôle.